Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour ce troisième atelier consacré à la rénovation énergétique de l'immobilier d'entreprise. Avant de démarrer, je tenais à excuser Monsieur Romain Bottet, vice-président en charge du développement durable au sein de la communauté urbaine d'Alençon, qui n'a pu être présent ce soir. Je tenais également à remercier l'ensemble des partenaires qui coopèrent et qui travaillent avec nous et qui œuvrent surtout à mettre en place tous les dispositifs, outils pour le territoire, donc à savoir l'ADEME, les régions Normandie, Pays de la Loire, l'AFFB, la CAPEB, l'AD Normandie, Solutions Enco, la Chambre des métiers de Normandie, la CCI et aussi l'ARACT. Enfin, je tenais à vous indiquer que vous pouvez poser toutes vos questions au niveau du chat et à chaque intervenant, et nous prendrons le temps à la fin de leur intervention pour répondre à celles-ci. Je vous propose de vous présenter le contenu de l'atelier d'aujourd'hui, donc à savoir dans un premier temps l'introduction avec les engagements de la communauté urbaine d'Alençon, puis la présentation des dispositifs et outils pour rénover, et enfin nous reviendrons sur l'accompagnement d'une entreprise par un bureau d'études. En matière d'engagement, la communauté urbaine d'Alençon a validé en 2019 sa stratégie 100% énergie renouvelable. Ça se traduit par, elle vise l'autonomie énergétique en 2040 et pour cela, il est nécessaire de réduire l'ensemble des consommations et cela passe forcément par la mobilisation de chacun. Enfin, la communauté urbaine d'Alençon a validé le 1er avril dernier le déploiement sur son territoire du service d'accompagnement à la rénovation énergétique. Donc, ce service permettra de disposer d'informations et de conseils aux TPE, commerces, bureaux, restaurants, allant jusqu'à 10 salariés pour améliorer l'efficacité énergétique de leurs locaux. Nous travaillons actuellement au déploiement de ce service et nous recherchons les différents partenariats possibles afin de pouvoir le dispenser au mieux. Toutefois, celui-ci ne pourra rentrer en vigueur qu'à compter du premier semestre 2022. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en laissant la parole à Monsieur Fabrice Lenôtre de la FFB Normandie afin de nous présenter les obligations réglementaires. Monsieur Lenôtre, bonsoir. Voilà, vous m'entendez bien? Bonsoir à tous. Bonsoir, oui, vous vous entendrez très bien. Bon, très bien. Voilà, alors pour casser l'ambiance, on va commencer par le réglementaire, comme ça au moins ça va être fait. En deux mots, mon intervention va d'abord présenter globalement la RT sur l'existant, je vais y revenir, et puis cette obligation qui est intervenue sur les bâtiments tertiaires, cette obligation de travaux et d'amélioration au moins dans l'énergie. Donc la réglementation sur l'existant, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est une réglementation alors qui date un petit peu aujourd'hui, on est en 2021, et en fait elle prend sa source en 2005. Globalement, elle s'appuie sur la réglementation des bâtiments neufs qui datait de 2005, avec une particularité, et on va y revenir d'ailleurs dans le deuxième volet de mon intervention, sur les bâtiments de plus ou moins 1000 m². On va le voir que dans le nouveau décret, le décret tertiaire qui est sorti, on parle également des 1000 m². Alors ça ne veut pas dire, et c'est là aussi toute l'ambiguïté, le réglementaire c'est une chose, mais on peut aller au-delà du réglementaire. On peut aller au-delà du réglementaire de deux façons. La première, c'est de dire je vais aller au-delà de ce que demande la réglementation sur l'isolation, par exemple des parois opaques, des murs pour faire simple. C'est pas parce que mon bâtiment fait moins de 1000 m² que je vais pas faire une rénovation globale, c'est-à-dire que je vais prendre en fait tous les postes possibles du bâtiment. Alors évidemment les murs, les parois vitrées, les modes de chauffage, et je vais essayer de faire des gains un petit peu sur tous ces postes. Bon, la réglementation thermique sur l'existant s'articule autour donc de la rénovation globale dont je viens de faire allusion, où là on prend en fait la globalité du bâtiment, et puis ce que l'on appelle élément par élément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je change des fenêtres, je suis dans l'obligation d'avoir des fenêtres un peu plus performantes que celles
qui existait dans mon bâtiment, et ainsi de suite pour le mode de chauffage, pour l'isolation de la toiture, etc. Donc cette réglementation thermique, même si au cours des années elle a été un peu durcie, on voit bien qu'elle est globalement un peu dépassée. Et ce qui était à la limite difficile à atteindre en 2005, plus de 15 ans, on vieillit tous. Eh bien, aujourd'hui, c'est relativement facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fabricants, les fournisseurs ont amélioré leur système sur les fenêtres, sur les équipements de chauffage, etc. Donc, globalement, cette RT sur l'existant, il faut aller au-delà. Donc, le au-delà, ce sont des bâtiments que l'on appelle bâtiments à basse consommation. Donc là, il y a une consommation en dessus duquel on ne doit pas aller si on veut, et que notre bâtiment soit labellisé BBC rénovation. Il faut aller au-delà. Et en fait, c'est peut-être pas suffisant. Alors, le législateur a réfléchi sur une autre solution. C'est un peu une obligation de travaux. Alors, l'obligation de travaux, c'est toujours un petit peu embêtant parce que on n'est plus tout à fait libre de faire ce que l'on veut. Et puisqu'on parle des bâtiments tertiaires et industriels, alors l'industrie, c'est un peu différent. Donc, je vais m'arrêter dans un premier temps aux bâtiments tertiaires. Eh bien, on demande en fait au propriétaire ou à l'exploitant d'entamer une réflexion sur les travaux futurs pour avoir des gains de 40% en 2030, 50% en 2040 et enfin 60% en 2050. Et là, vous vous dites, mais à partir de ces gains, à partir de quelle date ils sont calculés? Alors, pas antérieur à 2010. C'est-à-dire que 2010, c'est la date limite pour prendre une consommation de référence du bâtiment donné. Deuxième question, propriétaire et exploitant. Alors, qui doit faire les travaux? Tout dépend des baux. Mais partant du principe que l'on fait gagnant-gagnant, on peut très bien imaginer des accords qui se font entre le propriétaire du bâtiment et l'exploitant pour dire attendez, on va gagner. Alors évidemment, on va gagner parce qu'on va faire des travaux d'économie d'énergie, donc on va gagner, on va économiser de l'énergie, donc de l'argent, mais on va aussi, et c'est peut-être là le plus important, on va redonner un coup de peps au patrimoine, à son propre patrimoine, c'est-à-dire que il y a des ventes tous les jours et en fait le bâtiment va prendre de la valeur puisqu'on aura fait les travaux qui seront nécessaires donc à son entretien. Mais là on va au-delà de l'entretien, j'allais dire courant, un bon père de famille. On va véritablement lui donner une nouvelle valeur. Alors ces travaux qui seront engagés, donc là c'est un peu moins de 10 ans pour arriver à moins 40, eh bien on peut déjà aujourd'hui regarder et faire des gains qui sont relativement simples. Une régulation de chauffage inexistante dans le bâtiment, eh bien on la met en place et on fait déjà des économies. Donc voilà, c'est des fois des gestes simples. Si je veux, alors je travaille effectivement à la Fédération française du bâtiment depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Avant, j'étais fonctionnaire. Bon, ça casse encore un peu l'image. Et en fait, quand j'ai commencé ma carrière à la D2 des Côtes d'Armor, en Bretagne, il y avait un interrupteur pour 5 bureaux. Vous voyez aujourd'hui, ça paraît complètement aberrant. Eh bien, aujourd'hui, on va mettre des détecteurs de présence, on va mettre des détecteurs de luminosité, etc. Ce sont des équipements qui sont peu onéreux aujourd'hui et qui engendrent véritablement des économies du type relamping, etc. Mais sans rentrer dans un détail trop technique, le fameux décret tertiaire, c'est bien une obligation. On est d'accord là-dessus, sur une obligation d'entamer des travaux, d'entamer des réflexions sur les travaux à venir. Et cette obligation, eh bien, elle a plusieurs détentes. La première, c'est septembre 2021, donc dans quelques mois maintenant, où eh bien, tous les gestionnaires et tous les propriétaires et exploitants de bâtiments tertiaires devront s'inscrire sur une plateforme. Alors, on en discutera peut-être tout à l'heure. C'est Opéra, mais avec un T cette fois-ci.
Et après, ben voilà, on va donc rentrer dans la base de données. On va dire, voilà, moi, je prends comme année de référence 2012 ou 2013. Et puis voilà, donc je m'engage à... Donc il va y avoir une réflexion qui va être faite de tous les équipements qui vont pouvoir être améliorés, changés ou ajoutés dans le système d'exploitation. Voilà, donc globalement, ce qu'il faut retenir, la réglementation existante, bah, on l'oublie un petit peu parce qu'en fait, elle est dépassée et puis il faut aller au-delà. Donc, il y a des labels qui existent. Je citais BBC Rénovation tout à l'heure. Et puis, il y a ce fameux décret tertiaire qui va obliger, en fait, donc, à entamer des travaux. Mais je veux dire, c'est pour la bonne cause. On l'a vu, hein, enfin maintenant on est tous au courant du réchauffement, etc. Donc c'est pour la bonne cause pour la planète peut-être, mais certainement aussi pour donc les économies engendrées par ces travaux en définitive. Voilà, donc ça peut être au départ des investissements minimes, mais qui font de réelles économies. Je sais que l'ADEME qui va intervenir, on avait travaillé ensemble sur des hôpitaux. Et en fait, eh bien, avec des investissements qui sont ridicules, ça là avait engendré des économies de plusieurs points sur l'économie et sur l'énergie. Donc, vous voyez, il faut pas avoir peur parce que c'est vrai que là, quand on lit un peu la presse spécialisée, ce fameux décret a été décrié. Il ne faut pas en avoir peur et c'est plutôt eh bien, un petit coup de pied pour dire bah, allez, on y va, on réfléchit plus, il faut y aller, on y va, mais là, on va réfléchir plutôt sur ce que l'on va mettre en place dans la gestion de notre patrimoine. En plus, enfin, en faisant un peu plus bref, avec toute la gestion technique du bâtiment, alors j'aime pas trop le mot domotique parce qu'il a été galvaudé et puis je trouve que c'est pas, enfin, voilà, ça ne résume pas tout à fait toutes les fonctionnalités de la gestion technique du bâtiment. On peut avoir une gestion très fine par l'intermédiaire de smartphones, etc., enfin, sur des occupations, sur des alertes qui sont faites. Donc là, et puisque je représente la Fédération française du bâtiment, on prépare toutes les entreprises à ces nouvelles obligations et puis à leur devoir de conseil également. On travaille évidemment avec toute la maîtrise d'œuvre, les bureaux de contrôle, pour proposer des solutions pérennes et non pas gadgets au niveau des propriétaires et des exploitants. Voilà. Alors, les travaux embarqués, et je terminerai là-dessus. J'ai l'habitude de dire, des travaux, ça fait de la poussière. Même si on évite au maximum hein, maintenant, on aspire, puisqu'on va faire de la poussière, on va en faire un petit peu. Et puisqu'on parle des bâtiments tertiaires, eh bien les ERP, les établissements recevant du public, sont des bâtiments tertiaires. Certains bâtiments tertiaires, au moins, sont des ERP. Et on va aussi en profiter. Et là aussi, ça fait partie du développement durable, de les remettre à jour au niveau de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Voilà, c'est important de le dire. Alors ça n'a peut-être pas grand-chose à voir avec les économies d'énergie, mais en fait, ça fait partie aussi eh bien, un petit peu de ce devoir que l'on a d'acceptation. Eh bien, on va faire d'autres travaux. C'est des fois aussi, là aussi, ce sont des travaux qui sont souvent de faible coût, mais qui rendent la vie un peu plus sympa. On a tous été embêtés, handicapés ou non, devant une porte qui ne rouvre pas alors qu'on est chargé de victuailles, de poussettes, etc. Et inversement. D'accord. Donc voilà, les travaux embarqués, faut pas. Enfin voilà, il y a aussi cette approche qui peut être intéressante. Voilà. J'ai été bref, alors peut-être de trop. D'habitude, je parle beaucoup, mais je suis évidemment à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. C'était parfait. Merci beaucoup. Évidemment. Nous avons une question. C'était sur la référence exacte au niveau du décret. Ce que je vous propose, c'est que lorsqu'on vous enverra le support, on remettra le lien vous permettant d'aller directement télécharger le texte réglementaire.
tout à fait. On vous donnera en fait l'adresse de la plateforme Opéra. Comme ça, il y a tous les textes dessus, il y a des plaquettes de présentation. Donc voilà, c'est le condensé et c'est de toute façon sur cette plateforme-là que les propriétaires ou exploitants devront entrer leur bâtiment. Peut-être que vous avez quelques mots supplémentaires pour justement cette plateforme Opéra? Ben, si vous voulez, là pour l'instant, elle est en stade de test. Hein, c'est globalement elle va être ouverte en septembre. La date limite, c'est enfin le début, la date limite, c'est bien le 31 septembre 2021. 30 septembre parce que le 31 c'est trop tard. Le 30 septembre. Après, allez-y. Enfin, faites-vous guider aussi. Et je pense que puisque on est dans un atelier de la communauté urbaine d'Alençon. Bon, voilà aussi, il y a une synergie à trouver. Et puis, il faut s'appuyer aussi. Alors, je sais qu'il y a l'ADEME, il y a donc la CUA, bon, il y a les OP, vous avez cité la CAPEB et la FEDE. On est peut-être plus, nous, en retrait par rapport à ça. On vous donnera évidemment le lien sur cette plateforme. Il y a les textes, je vous disais, il y a les plaquettes. Il y a déjà une foire aux questions par rapport à ça. J'ai questionné, j'ai pas eu la réponse, hein, mais j'ai questionné parce que bon, avec cette fourchette de 1000 ou pas 1000 mètres carrés, on n'est plus dans voilà, si la personne gère ou est propriétaire d'un bâtiment tertiaire de 600 mètres carrés par exemple, je pense qu'elle peut s'inscrire évidemment sur cette plateforme, mais j'ai questionné et on ne m'a pas répondu. D'accord, mais voilà, donc on va vous donner, je pense que c'est une bonne base de données, surtout que elle reprend la réglementation thermique sur l'existant. Donc, je ne suis pas rentré dans le détail, si ce n'est de dire plus ou moins 1000 mètres carrés. Bon, il y a des dates fatidiques, c'est 1948, c'est la reconstruction et l'industrialisation. Mais je ne veux pas rentrer dans le détail, parce que autrement, si on commence comme ça, c'est mort. Mais voilà, sachez que cette plateforme-là, elle est relativement bien faite et surtout, on est à vos côtés. Alors je dis je parle plus pour la communauté urbaine. On travaille très bien ensemble et on a eu plusieurs réunions ensemble pour mettre au point toute la synergie pour la rénovation. Là, je parle plus des logements collectifs ou des maisons individuelles. Donc voilà, on est complètement à vos côtés. Nous avons une autre question pour vous, Monsieur Le Nôtre, également. Qu'entendez-vous précisément par travaux embarqués et citer quelques exemples supplémentaires? C'est possible? C'est plus cher, mais c'est possible. Alors, les travaux embarqués, pourquoi? Parce que ce que je disais, on va faire. Alors, je cite souvent les travaux d'accessibilité. Bon, on a un œil de professionnels et je remarque souvent que on a fait des travaux. Je pense au seuil, par exemple, sur des portes d'entrée, sur des interphones. On a remplacé l'interphone, mais on n'a pas réfléchi sur l'accessibilité et l'interphone, il n'est pas accessible à la personne en fauteuil. Voilà, donc les travaux embarqués, c'est tous ces travaux-là mais ça peut être de l'embellissement. Hein. On peut très bien imaginer de refaire le sol, on peut très bien imaginer. Alors après, je sais qu'on va parler des aides, donc tous ces travaux-là ne sont pas spécifiquement pas aidés, mais voilà. Ce que je veux passer comme message, c'est qu'il y a une obligation, quand on fait des travaux aujourd'hui, de se référer à la RT sur l'existant, mais qui est facilement atteignable. Demain, il y aura ces fameux travaux obligatoires, je dirais, pour atteindre les moins 40 en 2030 et moins 50, etc. Et donc, avoir un audit, et je pense que les autres intervenants seront d'accord avec moi, j'espère, d'avoir une personne un peu extérieure qui fasse un audit un petit peu complet du bâtiment, mais pas uniquement des économies d'énergie. Les travaux embarqués, ça peut être aussi éviter les surchauffes. On isole très bien, mais peut-être qu'on va mettre en place des pare-soleil parce que les bureaux sont à certaines heures et à certains jours de l'année sont en surchauffe.
J'habite pas très loin d'une zone tertiaire. Le bâtiment est RT 2012, c'est une évidence, il est passé dans la moulinette du calcul. N'empêche que quand vous passez devant, au mois de septembre, il y a sur les 10 fenêtres que je vois en passant, il y a 10 ventilateurs, parce qu'il y a une surchauffe. Donc, ouais, il est réglementaire, donc tout va bien, il a eu le tampon, mais en fait, je dis pas qu'il est mal conçu, parce que je vais me faire taper dessus. Même si on est en visio, j'ai toujours peur du virtuel. Mais voilà, il y a peut-être une conception à avoir. Eh bien, on va réfléchir. 2030, ok, c'est pas demain. On a le temps de se dire, attendez, on va voir. Et puis, les travaux embarqués, ça peut être, et on l'a vu avec la crise sanitaire. J'ai la chance d'enseigner à l'ESITC, qui est une école d'ingénieurs à Caen. Et je disais déjà depuis plusieurs années aux étudiants, réfléchissez sur les bâtiments pour qu'un immeuble de bureau puisse devenir des logements et inversement. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui, les travaux embarqués, c'est peut-être qu'une partie des bureaux va être transformée en appart-hôtel. Et pour accueillir des gens en télétravail, les tours, enfin, certains gestionnaires de tours alors je prends la Défense parce que c'est un quartier d'affaires qui est connu. Il y a certains bureaux qui vont rester vides pendant un bon moment et les gens vont se dire mais pourquoi je loue un bureau vide? Donc, je vais modifier, et ça, c'est le propriétaire ou l'exploitant qui va dire, mais attendez, moi, je vais vous proposer quelque chose, un appart-hôtel. Sur l'étage 22 à 24, ce seront des appart-hôtels, ce qui fait que, en télétravail, vous n'avez plus à vous soucier de trouver un hôtel ou un copain ou une amie ou autre. Pour dormir, je vous offre, moi, l'appart-hôtel, et puis vous êtes directement sur votre lieu du travail. Vous savez, la crise du Covid a engendré pas mal de réflexions, hein, et donc ces travaux embarqués, ça peut être ça aussi en fait. Alors après, voilà, bon, je parle la bouche pleine, faut les financer. Je représente les entreprises, donc il faut bien payer les entreprises. Mais vous voyez, si on arrive à réfléchir un petit peu plus loin, moi, enfin voilà, il y a des réflexes que l'on va trouver, que l'on va avoir de plus en plus sur la vie d'un bâtiment. Je dis aux étudiants, moi je pense qu'une vie de 70 ans, le bâtiment, il va peut-être, les salariés auront peut-être plusieurs vies, les bâtiments aussi peut-être. Donc il faut réfléchir à ça aussi en même temps en fait. Tout à fait. Donc voilà. Merci beaucoup. Je m'emballe, excusez-moi, je m'emballe. Non, du tout. Mais c'est très passionnant en tout cas, et on voit à quel point vous l'êtes aussi passionné. Mais donc je vous remercie, et je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Côme, architecte conseil de la communauté urbaine d'Alençon, pour justement nous présenter toutes les possibilités de rénovation. Monsieur Côme, bonsoir. Bonsoir Monsieur Boudvin, merci de m'accueillir pour cet atelier. Je vais un petit peu être dans la suite de Monsieur Delaporte, et je rebondis surtout par rapport au fait que le développement durable dans le bâtiment, la transition énergétique passe avant tout c'est une question de bon sens et de respect, de comportement qu'il faut mettre en place. Et déjà, je pense que dans l'immobilier d'activité, dès le départ, au niveau de ce type de projet, il faut déjà réfléchir sur le positionnement du bâtiment par rapport à son activité, par rapport à son périmètre d'action. Alors, j'ai un petit problème de... Je ne sais pas comment... Voilà. Ah, zut. Donc, en fait, il faut déjà s'assurer que le positionnement de son bâtiment soit en rapport avec le périmètre d'action pour éviter des déplacements trop importants. Ensuite, ce qu'il faut voir aussi, c'est opter pour, dans la mesure du possible, de reprendre des bâtiments déjà existants, hein, car le développement durable, bien évidemment, c'est avant tout éviter l'étalement urbain. Donc, dans la mesure du possible, c'est de recycler finalement les bâtiments et le patrimoine déjà existant. Bien évidemment, il faut vérifier sa mise aux normes en termes de sécurité incendie et d'accessibilité. Donc,
pour ça, il faut effectivement s'attacher à un bureau d'études extérieur pour vérifier que le bâtiment ne soit pas complètement obsolète, qu'il puisse être transformable et adaptable. Lorsque l'on prend un bâtiment d'activité, il faut anticiper malgré tout sur l'évolution possible de son activité. On commence toujours, enfin souvent, par quelque chose de pas forcément très très grand, et au fur et à mesure du succès que l'on peut éventuellement avoir dans son activité, on a besoin de pousser les murs, peut-être de moduler aussi les espaces, modifier les bureaux, les tailles, et de répondre finalement à peut-être des événements en termes d'activité. Donc il faut s'assurer d'une certaine polyvalence afin d'éviter de devoir déménager régulièrement, ce qui n'est pas forcément, enfin ce qui ne va pas dans le sens du développement durable. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, il faut effectivement établir un état des lieux général, aussi bien sur la partie environnementale et énergétique, mais aussi sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Donc ça, c'est vraiment une chose importante et obligatoire à intégrer désormais. Alors, je dirais qu'il y a pratiquement 4 grandes actions pour qu'un bâtiment puisse avoir des préoccupations environnementales. L'action numéro 1 et la plus importante, c'est l'enveloppe du bâtiment. C'est-à-dire, ce sont ses performances en termes d'isolation. Il faut vérifier que on n'a pas des fortes déperditions au niveau des toitures, au niveau des sols, au niveau des murs et au niveau des surfaces vitrées. Donc ça passe automatiquement par est-ce qu'il faut forcément tout chauffer aussi? Donc il faut peut-être être un petit peu regardant sur ce qui est à chauffer et ce qui ne l'est pas. Peut-être de limiter dans certains cas certains volumes, donc de recouper certaines hauteurs éventuellement. Donc c'est tous ces points-là qu'il faut déjà définir. Donc on a quand même des déperditions assez importantes au niveau des toits. On a pratiquement 30% de pertes. Alors ça peut se gérer effectivement par un renforcement d'isolation intérieure ou extérieure, et aussi d'avoir recours, pourquoi pas, à des toitures végétalisées qui permettent d'avoir une certaine inertie au niveau du bâtiment. Donc là, ce croquis permet de voir un petit peu les différents niveaux de déperdition que l'on peut avoir suivant les parois du bâtiment. Alors, bien évidemment, une chose importante lorsque l'on parle d'isolation, il faut avant tout mettre en place des isolants, mais qui soient durables. Et donc, il faut absolument que leur tenue dans le temps soit à la fois performante et aussi qu'ils puissent avoir une très bonne tenue, car automatiquement, un bon isolant avec un très bon vieillissement va permettre un retour sur l'investissement. On a connu pendant les 40 ou 50 dernières années des laines de verre qui finalement s'essoufflent au bout de déjà une dizaine d'années de mise en place. Donc, tous ces isolants, il faut complètement ne pas les réemployer. Alors,
Pour ce qui est des commerces de centre-ville, lorsqu'ils sont situés au niveau d'un rez-de-chaussée d'un immeuble, souvent le premier étage n'est pas forcément occupé. Il faut pas avoir peur de mettre en place des isolants aussi au niveau des plafonds, de façon à permettre déjà une isolation thermique et aussi une isolation acoustique entre ces deux types d'occupation. Et cela permet aussi quelquefois de vérifier le degré coupe-feu qu'il faut mettre en place entre de l'habitat et de l'activité. Alors pour les sols, quelquefois c'est assez difficile de devoir refaire tous les dallages. On peut difficilement imaginer qu'il faille piocher et refaire l'isolation. Donc on a des dispositifs de plaques en matériaux fibrogypse qui peuvent s'installer sur une faible épaisseur d'isolant. Cela au moins permettra de corriger, on va dire, la performance, les déperditions énergétiques au niveau du sol, sans devoir se lancer dans des travaux considérables. Alors, les accès et vitrines, c'est important dans l'activité. Donc, pour le commerce, c'est l'affichage. Pour les bureaux et les activités, finalement, c'est la lumière naturelle qui permet de travailler dans des conditions correctes. Donc, dans la mesure du possible, il faut opter pour du double, voire du triple vitrage lorsqu'il faut changer la vitrine. Cela permet de réduire considérablement les déperditions. De veiller aussi aux étanchéités au niveau des menuiseries. De limiter les ouvertures intempestives des portes automatiques, donc que les détecteurs soient réglés de façon très raisonnée, d'opter pour, au niveau des menuiseries, le bois ou éventuellement l'aluminium si ce sont des menuiseries qui peuvent être remplacées au niveau de la couleur, qui peuvent être réparées, et donc là aussi on peut les réemployer sans difficulté. Quelquefois, si on ne souhaite pas changer les vitrages, il existe des films adhésifs isolants qui permettent de corriger un peu la performance thermique. Et ces films-là peuvent aussi atténuer les effets de surchauffe. Alors, lorsque l'on parle de surchauffe, justement, il ne faut pas avoir peur d'avoir recours à des dispositifs simples à mettre en place, mais des Storban, par exemple, qui atténuent les rayons du soleil, enfin qui limitent le réfléchissement du soleil sur les surfaces vitrées. Donc, quelquefois, ce dispositif, dans certains commerces, leur évite d'installer des climatisateurs pour réguler la température intérieure. Alors, l'action 2, c'est la gestion de l'air. Donc, après avoir géré en quelque sorte l'enveloppe, il faut gérer l'air. Donc, ça veut dire qu'il faut passer aussi par une étanchéité à l'air dans la mesure du possible, d'éviter les déperditions énergétiques, les ponts thermiques. Et ça passe par quelquefois la mise en place d'une paroi étanche dans la mesure du possible lorsque on a des parois fixes. Donc c'est une étanchéité qui se colle, qui rend, qui évite toute entrée d'air. Alors pour les entrées, les accès, on peut avoir recours à plusieurs dispositifs. Alors, dans certains cas, un sas pour créer une zone tampon, on va dire, entre deux températures. Le rideau d'air chaud est une solution qui peut répondre dans certains cas. Et dans les locaux d'activité, quelquefois, d'avoir des paravents en lame plastique permet de limiter les déperditions énergétiques.
Alors la ventilation, c'est très important aussi, hein. Il faut ventiler, il faut gérer les sorties d'air vers l'extérieur et il est préférable d'opter pour une hygroréglable B, c'est-à-dire qu'elle se déclenche uniquement suivant le taux d'humidité et il faut éviter les ventilations qui fonctionnent à tout moment. Bien évidemment, ces dispositifs sont efficaces à partir du moment où il y a un entretien récurrent et ça, c'est important. Par rapport, enfin, la troisième action, c'est de regarder quel type de chauffage, quel type de production d'eau chaude faut-il mettre en place. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même moins 7% de consommation en abaissant d'un degré seulement. Donc, c'est à prendre en compte. Alors le mode de chauffage, il faut déjà regarder ce qui existe à proximité. Bien évidemment, le recours aux chaudières biomasse sont à encourager, les packs aussi, mais ce n'est pas toujours facile suivant l'emplacement où se trouve le bâtiment et notre local d'activité. Donc c'est à voir un petit peu suivant au cas par cas le mode de chauffage qu'il faudra mettre en place. Ce qui est important en tout cas, c'est de bien définir les zones chauffées et non chauffées, de réguler les périodes de chauffage aussi, programmer les températures. Pendant la nuit, c'est peut-être pas nécessaire de chauffer tout le bâtiment ou certaines parties du bâtiment. Ce qui est important aussi, c'est le dimensionnement adéquat. Au lieu d'avoir une seule source de chaleur dans une grande salle de réunion, par exemple, il est préférable d'en avoir plusieurs, parce que lorsqu'il y a plusieurs émetteurs de chauffage, on atténue la consommation d'à peu près 15%. Il y a aussi l'éclairage qu'il faut maîtriser. Bien évidemment, privilégier l'éclairage naturel pour les bureaux, pour les zones de travail aussi. Mais il est vrai que suivant le type d'activité, il faut des éclairages un petit peu spécifiques, quelquefois colorés pour les commerces alimentaires, pour les commerces de vêtements aussi, qui nécessitent un éclairage franc et très clair. Donc, il faut opter pour des recours à l'éclairage LED, des éclairages basse consommation pour tous ces dispositifs. Alors, c'est pareil, il faut regarder est-ce que la climatisation, c'est un élément indispensable. Est-ce qu'il ne faut pas regarder, de limiter l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur. Et comme je disais tout à l'heure, pour les surfaces vitrées, opter pour des occultations extérieures, des storbanes, des brise-soleil pour limiter les effets de surchauffe. Alors l'eau, c'est pareil, on a des choses à faire pour limiter la consommation. Il y a des systèmes de chasse d'eau qui peuvent être mis en place pour limiter la consommation. Des systèmes très simples à mettre en place, de poser une brique au fond du réservoir qui finalement limite déjà de pratiquement 3 litres la chasse d'eau. Donc ça ne nécessite pas forcément de refaire la chasse d'eau techniquement. Il y a quelquefois des embouts mousseurs qui permettent de diviser le débit au niveau de l'eau pour tout ce qui est robinet, pour se nettoyer les mains, enfin se laver les mains, etc. Alors on a des éléments, les éléments de finition aussi, qui finalement, il faut toujours privilégier la modularité de façon à ce que cela puisse être démontable et reposable, car finalement, on va limiter là aussi les déchets et les travaux un petit peu lourds pour adapter les locaux. Il y a aussi tout ce qui est mobilier
tout ce qui est mobilier, tout ce qui est étalage, opter pour des matériaux de préférence naturels et pour éviter les émanations de gaz et aussi d'encourager des systèmes modulables et adaptables par rapport aux événements de l'activité. Très bien, merci beaucoup à vous. Si je devais résumer les 2 premières interventions, je pourrais, et vous m'arrêtez si je me trompe, mais de prendre la réglementation et ce qui est imposé aux entreprises, non pas comme une contrainte, mais devenue une opportunité, et même d'aller au-delà des entreprises en dessous de 1000 mètres carrés, et d'avoir un panel de travaux que vous avez pu évoquer sur des types d'isolation et recourir justement à des travaux de rénovation énergétique. Tout à fait. Je pense que la mise en place des réglementations qu'a évoqué Monsieur Delaporte permet finalement de retrouver la notion de bon sens que on avait tous perdus plus ou moins. Enfin, la transition énergétique, le développement durable passe par une observation de sa consommation, d'avoir des gestes très simples, d'ouvrir les locaux le matin, par exemple, pour assurer une ventilation naturelle, d'observer sa consommation énergétique, de vérifier si les joints de porte sont toujours efficaces pour éviter les déperditions trop importantes de chauffage. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas forcément des travaux à faire d'un seul coup, mais ce sont des petits gestes comme ça au quotidien qui finalement participent à limiter cette consommation et de puiser dans les énergies, dans les ressources naturelles que notre Terre a. Très bien, merci beaucoup. Je regarde si nous avons des questions. Non. Quand on pense projet de rénovation, comme vous l'avez dit, bouquet de travaux, etc., mais il y a aussi l'aspect des conditions de travail des personnes qui, justement, des usagers. Et pour cela, je vais laisser la parole à Madame Delalot de l'ARACT. Je vous laisse présenter l'ARACT très rapidement et de pouvoir continuer. Bonsoir Madame Delalot. Donc, ce que je disais, donc Nathalie Delalot de l'ARACT. Donc l'ARACT, c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc c'est vrai qu'on a, comme le nom, notre nom l'indique, on est très sensible aux questions de conditions de travail. Et c'est vrai que l'objet, en tout cas l'enjeu de la rénovation des bâtiments, pour nous, est plutôt intéressant sur la question de est-ce qu'on doit tenir compte des conditions de travail. Donc c'est vrai que Monsieur Lenôtre l'a un peu évoqué sur la question de l'accueil de personnes handicapées, mais c'est vrai que ces personnes handicapées peuvent aussi être eux-mêmes les salariés des établissements, donc c'est vrai que ça peut être aussi un vrai enjeu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un peu notre constat sur ce qu'on peut voir sur les accompagnements qu'on fait auprès d'entreprises, c'est que c'est souvent les conditions de travail, c'est souvent le parent pauvre en fait des projets, alors de rénovation, mais de conception de bâtiments de manière générale. Que c'est pas forcément, on pense pas tout de suite aux conditions de réalisation du travail qui va se faire dedans. Et du coup, c'est vrai qu'un projet de rénovation, ça peut être aussi l'occasion de se poser des questions autour est-ce qu'on peut améliorer aujourd'hui nos conditions de travail. En tout cas, je viendrai un peu plus dessus sur le détail, mais est-ce que ça peut être l'occasion à la fois de repenser notre organisation interne? Est-ce que on peut revoir la question de la lumière naturelle? Enfin voilà, des choses qui peuvent être pertinentes. Et en effet, aujourd'hui, nous, notre postulat, en tout cas notre façon de penser, c'est que la ressource humaine, au même titre que les autres ressources, elle est rare et surtout, c'est important de pouvoir la préserver. D'autant que, en effet, certes, elle est renouvelable. On peut avoir plein de salariés qu'on le souhaite, mais ça coûte cher. Je passe alors donc dans les entreprises, vous devez tout à fait connaître la question des coûts des accidents du travail, des maladies professionnelles, etc. Mais aussi de tout ce qui est coût indirect du recrutement, etc. Donc c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir prendre ces conditions de travail comme un objet
au sein des projets de rénovation du bâtiment. Donc c'est vrai que si je continue dans ma discussion, c'est que le bâtiment, certes, c'est un actif immobilier, hein, on l'a dit, hein, c'est l'occasion d'une rénovation, c'est l'occasion aussi de mettre en valeur ce bâtiment, c'est l'occasion de lui donner un peu plus de valeur, mais ça doit être aussi un bon outil de travail. Parce qu'il peut être très bien sur la partie environnement, mais si les salariés ou enfin en tout cas les équipes à l'intérieur ne se sentent pas bien, ou en tout cas c'est pas des conditions de santé et de confort, au final, vous allez avoir peu de personnes, en tout cas peu de demandes pour s'inscrire, en tout cas louer ce type de bureau ou de les acheter. Donc l'idée, c'est de vraiment concilier, alors si je peux dire concilier, je dirais plutôt allier rénovation énergétique et offrir des bonnes conditions de travail aux personnes qui vont travailler dedans. Voilà. Et donc c'est vrai qu'il y a les intervenants juste avant moi ont commencé à l'aborder sur ces questions de l'usage de ces bâtiments. À quoi ils servent? Qu'est-ce qu'on va y faire? Y faire c'est vrai qu'on parle là aujourd'hui plutôt de tertiaire, mais le tertiaire c'est vaste en termes d'activité. C'est pas la même chose d'être chargé de mission à l'ARACT dans un bureau que d'être dans un centre d'appel où on est dans des espaces ouverts, où il y a des serveurs. Enfin, en tout cas, voilà, c'est pas du tout la même activité. Et l'idée, c'est de pouvoir penser plutôt usage du bâtiment. Et j'entendais tout à l'heure pouvoir envisager toutes les possibilités, parce qu'en effet, un bâtiment peut avoir plusieurs vies. Plusieurs structures qui vont changer à l'intérieur, mais même une même structure peut avoir besoin de changer dans son organisation. Ça peut être très bien, on peut être au départ sur des bureaux très individuels, et puis demain passer sur des bureaux plus ouverts ou des espaces de coworking. En tout cas, le bâtiment peut évoluer. Donc c'est vrai que c'est toutes ces questions-là, donc à la fois sur la dimension donc enveloppe du bâtiment. Donc là, je laisse même les intervenants précédents qui ont bien plus technique que moi sur ces sujets-là, sur la gestion du confort et hygrothermique, acoustique, toutes ces questions autour des émissions de gaz à effet de serre, etc., ou répondre à des enjeux réglementaires. Et puis, il y a aussi toute cette dimension du travail à l'intérieur, où on peut tout à fait, enfin en tout cas c'est l'occasion de parler de tout ce qui est performance organisationnelle, en tout cas performance de l'entreprise, ou qu'est-ce qu'on va imaginer, en tout cas comment penser l'organisation à l'intérieur de ces bâtiments qui vont amener toutes les choses que vous avez évoquées avant sur la question de l'acoustique. Est-ce que mon bureau, j'ai besoin qu'il soit justement isolé du bruit des autres ou au contraire hyper connecté? Est-ce que j'ai besoin quand même que mon collègue d'à côté puisse entendre ce que je dis parce qu'on travaille ensemble mais en ayant un besoin quand même d'être isolé? En tout cas, est-ce que ce sont des éléments qui seront à prendre en compte pour en tout cas identifier les meilleurs outils ou en tout cas matériaux à mettre en place sur les bâtiments? J'ai le souvenir, alors c'est vrai qu'on parlait des évolutions du bâtiment, mais j'ai une structure qu'on a accompagnée sur la question des centres, enfin c'est un centre d'appel qui s'était installé dans une ancienne caserne de pompiers, donc autant vous dire que c'était pas du tout adapté au métier de tertiaire. Et c'est vrai qu'en travaillant sur cette question de rénovation énergétique, ils ont pu mettre en tout cas à plat sur les besoins de leurs besoins par rapport à un centre d'appel, hein, notamment les serveurs qui produisaient énormément de chaleur. En même temps, ils avaient une verrière au-dessus d'eux qui était magnifique, mais en plein été, c'était juste un enfer pour les conseillers. Enfin voilà, ça a été vraiment l'occasion de dire qu'est-ce que nous on a besoin par rapport à notre activité et de trouver aussi des solutions en termes de rénovation énergétique. Donc c'est vraiment de se prendre ce temps de si on a quels sont les besoins de ce bâtiment. Donc ça c'est une première chose, et c'est vrai que du coup c'est dans la réalité du travail et dans le besoin de l'activité qu'on va pouvoir réfléchir à ça, et notamment par exemple sur la question de est-ce que la rénovation énergétique peut être l'occasion de repenser la circulation des personnes. Alors, on parlait des personnes en situation de handicap, mais ça peut être la circulation des personnes de manière générale, la question des produits. Ça peut être aussi organiser les espaces de travail, en tout cas privilégier. Alors tout à l'heure, on parlait de privilégier l'éclairage naturel, réduire les nuisances du haut bruit. Enfin voilà, c'est des choses qui peuvent
qui peuvent tout à fait être l'occasion, en tout cas, de se poser par rapport aux besoins de l'activité et de la réalité du travail qui est concerné, en tout cas de réfléchir à ces éléments-là. Voilà. Sur un autre exemple, c'est vrai que une structure qui a eu l'occasion qui s'est dit bon, il faut qu'on travaille, on n'est pas bon en tout cas sur la rénovation, enfin sur la consommation d'énergie. Donc alors c'est du médico-social, on n'est pas tout à fait sur du tertiaire pur et dur, mais la pathologie de leurs résidents amené à une réflexion autour de l'isolement des pièces, et notamment certaines qui avaient été isolées, j'ai envie de dire, je vais pas dire à la va-vite, mais avec les moyens du bord. Alors certes, c'était très bien pour isoler du bruit, mais en même temps, ça générait alors un passage pour les fauteuils qui était compliqué pour les équipes. Ils étaient nécessairement 2 pour faire passer la personne pour qu'elle puisse rentrer dans sa chambre. Enfin voilà. Et du coup, c'est vrai que se dire bon, remettons-nous à plat. Qu'est-ce qu'on a besoin en mettant des matériaux de qualité. Avec l'évolution, hein, je pense que là-dessus, l'évolution des matériaux font que, voilà, ce qui a permis aussi de rendre des murs plus fins, d'avoir un accès au fauteuil beaucoup plus intéressant, et ça a réduit les efforts et les contraintes physiques de ces éducateurs, hein, par rapport à la prise en charge de leurs résidents. Voilà. Donc en tout cas, tout ça pour dire que aujourd'hui, concevoir de nouveaux locaux, c'est aussi à la fois répondre à des enjeux de transition écologique, mais aussi les conditions de réalisation du travail. Et puis alors c'est vrai que, est-ce que je peux vous mettre les bonnes questions à se poser ? Alors il y en a beaucoup, donc c'est plutôt à un moment donné, c'est de se mettre autour de la table, peut-être avec des salariés qui sont concernés par la situation, pour expliquer justement leurs besoins et ce qu'ils font aujourd'hui, et est-ce qu'il y aura des évolutions autour des déterminants, ce qu'on appelle nous des déterminants des conditions de travail, hein, qui sont l'organisation du travail, les collectifs de travail, le management, les process, les circuits d'information, etc. Et notamment, ça peut être un vrai objet de dialogue social pour partager autour de ces réalités du travail. Alors, beaucoup de structures qu'on a pu accompagner ont mis ces enjeux de rénovation énergétique comme un vrai sujet autour de leur projet de RSE, en associant notamment les salariés sur ces questions-là. Comme je vous disais, hein, sur le centre d'appel, ça a été un vrai travail, et en même temps, ça a pu, ça a fait un objet du collectif sur lequel travailler ensemble, et qui a été vraiment plutôt aussi intéressant sur les enjeux et les effets secondaires du collectif de travail, parce que du coup, ça a amené aussi d'autres questions sur les enjeux autour de développement durable, voilà, où les salariés ont aussi été force de proposition sur des choses que l'entreprise n'aurait pas forcément pensé. Donc avec une entrée rénovation énergétique, on est arrivé à des enjeux beaucoup plus larges. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu peut-être, j'aurais vous dire, c'est que attention, l'organisation du travail, elle est souvent sous-évaluée dans ces projets-là, alors que ça pourrait être tout à fait un objet de travail pertinent. Voilà. Peut-être sur les aides de l'ARACT, sur ce sujet-là, alors c'est vrai qu'on vient en appui justement auprès des entreprises sur identifier ces fameux déterminants, hein, des conditions de travail que je parlais tout juste avant, travailler avec les équipes sur leurs besoins, sur la réalité du travail. Comme ça permet aussi à l'entreprise d'avoir des éléments à partager avec les cabinets d'architectes, ou en tout cas les fournisseurs, au moins en disant voilà, nous on a besoin, tout à l'heure j'entendais parler des lumières, mais voilà, en tout cas par rapport à notre activité, voilà notre besoin, qu'est-ce que vous pouvez y faire, comment on peut faire ça au mieux pour répondre à la fois aux enjeux environnementaux. Voilà, donc il y a ça, on peut être en appui. Et dans le cadre du réseau ANACT, donc c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Je vous donne l'information parce que ça peut-être vous intéresser. Dans le cadre du FACT, donc c'est le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail, il y aura un appel à projet pour permettre de prendre en charge le coût d'un consultant sur ces sujets-là. Donc notamment sur le lien conditions de travail et rénovation énergétique ou RSE, etc. Donc si vous avez ce projet-là et que vous souhaitez un appui sur la prise en compte des conditions de travail, n'hésitez pas à revenir vers l'ARACT. On pourra vous donner tous les éléments de comment ça se passe, comment ce consultant peut être financé. Voilà. Et c'est vraiment à faire en amont, je veux dire, d'une action. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si c'est un sujet qui vous intéresse. Voilà.
J'espère que j'ai essayé d'être assez de résumer. C'était parfait. Merci beaucoup, Madame Delalot. Je n'ai pas de questions, alors je vous propose de passer à la suite et de vous présenter le travail qui a été mené avec une entreprise par un bureau d'études, le bureau d'études Studéfi, donc avec l'entreprise Goavec, qui avait démarré dans une démarche avec l'ADEME, la région, la CUA et la CCI, et donc qui a pu accompagner justement l'entreprise Goavec. Monsieur Vitaz, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. C'est à moi, c'est bon, c'est parti. C'est vous qui passez les slides, c'est ça? Ok, très bien. Eh ben, je vous laisse faire. Le temps que l'écran réapparaisse. Donc, 2 mots sur qui nous sommes, effectivement. Donc, je suis un des 2 co-gérants du cabinet Studéfi. Je travaille depuis quelques années avec des entreprises de la CUA. Notre cabinet a 11 ans. Nous sommes un acteur donc neutre et indépendant. Nous sommes un cabinet de conseil en efficacité énergétique. Et notre mission, c'est d'accompagner les entreprises PME, PMI, ETI et grandes entreprises dans la maîtrise du centre de coût énergie. Donc, peut-être un petit point important, c'est qu'on n'est pas un fournisseur d'énergie, on n'est pas un fournisseur de matériel, on n'est pas un courtier. Et notre mission, c'est justement d'être le bras droit ou le référent énergie externalisé pour des PME ou des structures intermédiaires pour justement y voir clair, parce qu'on a peut-être des fois des idées un peu préconçues sur les énergies, que c'est très compliqué et autres. Alors en fait, tout se mesure, tout s'explique, et notre positionnement est justement là pour essayer de vulgariser et de rendre lisibles les choses. On dit toujours que chez Studéfi, on a un œil sur les euros, un œil sur les kilowattheures, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer avec un retour d'expérience de l'entreprise de votre communauté urbaine. L'énergie, pour nous, en fait, ça se construit dans le temps. Nos clients qui ont fait les plus gros gains sont des clients qui ont une démarche structurée et suivie. Tout simplement parce que le sujet énergie évolue avec tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent dans l'évolution de son bâtiment. Mais de manière générale, votre activité varie. Malheureusement, les années qu'on vient de vivre, pour certaines activités, ça a été dramatique. Ça évolue, vous achetez des bâtiments, vous achetez des machines, vous déménagez. Le sujet énergétique n'est jamais terminé, en fait. Et ce que l'on préfère dire à nos clients, c'est qu'en fait, il vaut mieux une surveillance récurrente plutôt que de dire cette année, c'est l'année de l'énergie, on va faire un gros effort, et puis pendant 3 ou 4 ans, on va laisser de côté, puis on s'y remettra plus tard. C'est ce qu'on a fait avec l'entreprise. Vous m'autorisez à donner son nom? Si c'est l'entreprise Goavec, il n'y a pas de souci. Oui, ok, parce que mon écran est un peu tronqué, donc du coup, je ne savais pas si le logo était... Voilà, donc l'entreprise Goavec, on a travaillé la première fois avec eux en 2014-2015, et on a fait ce qu'on appelle un audit énergétique. Ça va être l'enjeu de ma présentation, ça va être de vous montrer juste qu'est-ce que c'est qu'un audit énergétique et à quoi ça leur a servi. Ce qui m'amène à vous dire que ça a été suivi d'un plan d'action, et puis qu'aujourd'hui, on est dans la mise à jour de l'audit énergétique, justement pour se dire, on fait un point à quelques années après le diagnostic de départ, on a suivi des actions, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va pouvoir aller sur les prochaines années. Donc pour vous donner quelques éléments de contexte, l'entreprise Goavec, c'est une entreprise industrielle, comme c'était dit sur la première page. La facture énergétique globale est à 225 000 €, et on est sur, en gros, une gestion du budget à moins 10% d'économie depuis qu'on a pris en main le sujet. Tout ça, évidemment, dans un contexte où le marché de l'électricité et du gaz est en moyenne dans une hausse de 3-4 points par an. Je vous propose de... Voilà. Juste un point important, on part du principe, on est des gens extrêmement terre-à-terre chez Studéfi, on n'est pas nombreux, on est une petite quinzaine, on travaille sur toute la France. Par contre, on développe un radar intelligent qui s'appelle Studéo, qui permet de récupérer toutes les informations énergétiques de nos clients. C'est pourquoi je mets cette slide, c'est simplement parce que tant qu'on parle d'énergie, mais qu'on ne sait pas comment on consomme, il est, à notre sens, complètement incohérent de vouloir rentrer dans un plan de réduction. Simplement parce que c'est comme quand on fait un régime, tant qu'on ne sait pas de quoi on parle, d'où on part, on a du mal à se fixer des objectifs. En fait, c'est exactement la même chose quand on parle d'énergie. Depuis maintenant 2 ans, Enedis et GRDF, les distributeurs monopolistiques, mettent à disposition des données de consommation
en temps réel. C'est-à-dire qu'on a le battement de cœur de chaque compteur, et on peut même le faire à l'échelle de votre compteur particulier, alors cette fois à l'échelle de 30 minutes, mais dans l'industrie, c'est toutes les 10 minutes, et pour les tertiaires, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on questionne Enedis, par le biais de notre plateforme, on est capable de récupérer la manière de consommer. Donc là, on est en train de se dire, concrètement avec le graphique que vous avez devant les yeux, que Go avec, on voit très bien qu'il y a un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, que le samedi matin, bizarrement, il y a une relance alors que le site ne tourne pas, et que vous soyez le mardi soir ou le samedi soir, il y a un talon de consommation qui est exactement le même. Notre métier, c'est de se dire, est-ce que ça c'est normal et est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Parce que tout ce qu'il y a en dessous, c'est des kilowattheures, et donc c'est des centimes d'euros du kilowattheure, ce sont donc des euros. Notre métier, bêtement, c'est ça. C'est de se dire, on va essayer de décortiquer qui consomme quoi, et on va le corréler à la manière dont on l'achète. Pour toujours se dire, quand je veux maîtriser ma conso et ma facture énergétique, il faut toujours que je corrèle les deux. Et l'analogie est exactement la même avec tous vos foyers. En fonction de si vous êtes en heure pleine, heure creuse ou en sans différenciation temporelle, pour certains, ça va être avantageux de mettre votre lave-vaisselle en route la nuit, pour d'autres, absolument pas. Et est-ce que vous savez combien pèse votre lave-vaisselle sur la consommation globale de votre foyer? En fait, on est à ce niveau-là. La bonne nouvelle, c'est que depuis quelques mois maintenant, Enedis nous ouvre les données, et donc on est capable de savoir concrètement combien je consomme, c'est le graphique du haut, en HPH, heure pleine hiver, HCH, et ainsi de suite. Et là, ça y est, on met le doigt sur, finalement, je pars d'où? Et vous pouvez passer la slide, je vous remercie. Donc concrètement, un audit énergétique, ça démarre par quoi? L'enjeu, c'est de décortiquer ma facture et ma consommation. Donc déjà, premier point, il faut savoir de quoi on parle. Combien je paye au global, mais aussi combien je paye par énergie. Aujourd'hui, on ne paye pas le même coût du kilowattheure de gaz que du kilowattheure de propane, que du kilowattheure d'électricité. Et si on va même plus loin, on ne paye pas non plus le même coût unitaire entre une entreprise qui paiera 1 million d'euros de facture d'élec par an et 10 000. Donc notre premier métier, c'est de savoir, de faire la cartographie de qui consomme quoi sur mes sites et combien en kilowattheure et combien en euros. Et déjà, quand on commence à mettre le doigt là-dessus, c'est le premier niveau de l'entonnoir. Je vous invite à passer à la slide d'après. Derrière, un audit énergétique passe, si c'est à mon sens bien fait, par des campagnes de mesure. Tant qu'on ne mesure pas, on va avoir du mal à savoir de quoi on parle. Donc là, l'audit énergétique qu'on a fait en 2014-2015 est justement assez probant parce que quand on regarde, et c'est assez fréquent sur des entreprises industrielles qui n'ont pas des lourds process, mais en fait, on se rend compte que les usages énergétiques les plus importants, ce ne sont pas le process. Là, en l'occurrence, c'est le chauffage. Un audit énergétique, ça passe par l'installation de compteurs de tout type. Je vous ai mis différentes photos. Ça va du pulse d'électricité au débit. On parlait tout à l'heure de renouvellement d'air avec l'architecte. Donc, l'idée, c'est de décortiquer usage énergétique par usage énergétique pour mettre des euros, encore une fois, et des kilowattheures en face de chacun. Et là, pour nous qui sommes l'œil extérieur, j'aimais bien cette analogie tout à l'heure parce que c'est vraiment notre cas, nous sommes l'œil extérieur et c'est là où je pense que l'indépendance est importante. Quand on vit dans une entreprise, les premières questions qu'on pose, c'est combien vous consommez, combien vous payez votre kilowattheure. Dans 98% des cas, on n'a aucune réponse. Quand on commence l'audit et qu'on met des chiffres devant les yeux de chacun des usages énergétiques, tout d'un coup, on commence à parler de choses concrètes. Et à partir de ce moment-là, en fait, la sensibilisation, elle s'opère d'elle-même. Puisque si vous ne dites pas, même on peut le faire à l'échelle de votre domicile, si vous ne savez pas que votre système de chauffage ou de VMC dans votre salle de bain représente, je vais dire une bêtise, 15% de votre conso annuel, peut-être que jamais vous mettrez de régulation sur ce système-là. C'est exactement la même chose, sauf que là, on parle d'enjeux beaucoup plus conséquents en consommation et en euros. Donc, la première étape d'un audit énergétique, c'est de décortiquer usage énergétique par usage énergétique. Évidemment, après, c'est la méthode de l'entonnoir, 2 approches, et c'est là où on aime bien confronter avec les acteurs sur le terrain, c'est qu'évidemment, on en a beaucoup,
quand on commence à passer au stade d'après, je crois que sur la slide d'après, c'est l'étude poste par poste. Là, on va venir décortiquer usage par usage. Là, j'ai pris un cas, entre guillemets, assez simple sur un réseau d'air comprimé pour voir finalement votre compresseur d'air en fonction de sa technologie, en fonction de son taux de charge, en fonction de votre manière de gérer les fuites de votre réseau, en fonction du bouclage de votre réseau. Vous allez avoir une utilisation qui peut être extrêmement différente entre l'optimal et votre situation. Eh bien, en fait, notre travail, c'est de mettre les courbes, de mesurer et de réfléchir après si c'est normal ou pas. Là, on a pris le cas chez Goavec de 2 usages. Là, je vous ai montré l'air comprimé, où on voit des relances avec un compresseur d'air qui était avec un mauvais taux de charge. Et si vous allez sur la slide d'après, en fait, on a fait la même chose sur tous les usages. Donc, également le chauffage. Alors, pardon, là, c'est l'analyse sur l'aspect air comprimé. On chiffre. Mais après, c'est extrêmement logique. C'est qu'à partir du moment où on dit, là, votre compresseur d'air, il a un taux de charge qui est de 50%, ça veut dire qu'il a une marche à vide qui est extrêmement importante. Là, avec les courbes que vous êtes dans les yeux, en fait, c'est des secondes. Donc, on peut calculer un temps où votre compresseur ne produit pas d'air comprimé. Et donc, derrière, on transpose ce temps en euros, puisqu'un kilowattheure, c'est donc un kilowatt consommé sur une durée. Donc, tout est répercutable en kilowatts, kilowattheure et en euros. Et notre travail, et je pense que c'est pour ça que notre approche fonctionne très bien, notamment auprès des PMI et autres, eh bien en fait, c'est que, et ça marche exactement de la même manière dans le tertiaire, c'est qu'on est capable de chiffrer, du coup, combien pèse mon poste, mais surtout, comment je peux faire pour aller réduire et maîtriser. Et ça, c'est important. J'aimais beaucoup l'analogie tout à l'heure, je crois que c'était vous, monsieur Le Nôtre, qui disait on a des bâtiments qui sont tout neufs et qui sont moins performants que des bâtiments plus anciens. Et oui, ça c'est vrai, moi je confirme, on en audite tous les ans, on audite à peu près 150 entreprises différentes par an. Je partage, mais à 100%, simplement parce qu'on a des installations qui sont soit mal conçues, soit qui sont bien conçues, mais on met des systèmes qui sont complexes à être utilisés et avec des régules qui du coup ne sont pas suivies. Voilà. Et donc on a régulièrement ce cas-là. Je vous propose d'avancer s'il vous plaît. Donc on chiffre, c'est ce que je disais tout à l'heure, des investissements. Et ce que j'aime beaucoup sur le métier de l'énergie, c'est que quand on parle d'investissement, on a des gains dans l'énergie qui sont sans investissement. Et d'ailleurs, l'ADEME nous invite à le faire dans les rapports d'audit, à chiffrer des gains sans investissement. Et cela, c'est ce qui nous permet de dire que nos audits ils sont généralement payés avant la fin de l'audit. Et après, on a des plans d'action qui vont avoir des temps de retour sur investissement plus longs, sans aucun problème. Nous, notre philosophie, c'est de dire mettez en place tout ce qui est sans invest le plus rapidement possible. Ça alimentera une cagnotte pour aller chercher des projets peut-être plus ambitieux. Et là, le lien est tout tracé avec le thème de la soirée. C'est que généralement, les rénovations énergétiques sont quand même des temps de retour sur investissement qui sont quand même plus longs, évidemment. Mais ce n'est pas un problème. À partir du moment où on sait pourquoi on les fait et qu'on sait à quoi s'attendre, on peut chiffrer et tout peut s'expliquer, tout peut prendre du sens. Voilà. Vous pouvez passer la slide d'après, s'il vous plaît. J'avais donné un exemple parce qu'on parle de Goavec, qui est une entreprise industrielle, mais on voit bien que quand on décortique la facture énergétique d'un industriel, en fait, la part prépondérante, ce n'est pas un usage énergétique du process, c'est un usage énergétique lié au chauffage, ce qui pourrait être exactement la même chose dans une plateforme de logistique ou un autre tertiaire, finalement. Mais là, l'approche est exactement la même. Et régulièrement, le meilleur moyen de savoir si un système de chauffage est bien géré, c'est évidemment de rentrer dans le petit programme pour voir comment sont réduits. Mais de vous à moi, quand on démarre un audit, bien souvent on nous dit nous, ce sujet-là, c'est un non-sujet chez nous. C'est bien géré, voilà. On oublie très très souvent que par le plus grand des hasards, une fois le samedi matin, le gérant est passé, il avait froid dans son bureau, il a remis en route de manière juste ponctuelle et la régule n'a jamais été remise en place. Et un audit, quand je dis que ça doit passer par des campagnes de mesure, c'est qu'il n'y a rien de plus probant que quand vous mettez votre sonde de température
et que vous voyez qu'en fait, le samedi et le dimanche, vous avez exactement les mêmes relances dans les bureaux que le lundi et le mardi. Et là, ça rejoindra également l'intervention de Madame Delalot, c'est que on parle quand même aussi de confort. On n'est pas en train de dire qu'il faut être à 14 degrés dans les bureaux. Non, on est en train de dire qu'il faut être à 17, 18 quand il y a tout le monde, mais qu'il faut être sûr qu'à 15 heures, par contre, qu'avec l'inertie du bâtiment, on coupe tout et qu'on redémarrera la montée en charge le lendemain matin à 6h30 et non à 4 heures. C'est ça notre approche. Et c'est ça, à mon sens, ce qui fait qu'on peut rendre l'approche énergétique cohérente et dégager des fonds pour justement aller vers des investissements plus importants. Tout est lié en fait. Et évidemment, l'enjeu d'un audit, c'est d'arriver à la mise en place d'un plan d'action chiffré en euros, en kilowattheures. Je suis désolé, je parle beaucoup d'euros, mais par les temps qui courent et puis parce que nos clients sont quand même des entreprises industrielles ou tertiaires, elles ont besoin toujours d'y voir clair à ce niveau-là. Mais très fréquemment, pour ne pas dire 100% du temps, un audit énergétique est payé par les gains sans investissement pendant l'audit. Et du coup, derrière, ça nous permet d'aller sur des cas... je vais vous donner un autre exemple parce que j'étais encore ce matin avec une autre entreprise de la CEA qui est juste à côté de chez Goavec, qui est dans le négoce. On a fait l'audit énergétique il y a 2 mois. Ce matin, nous étions en train de travailler sur la rénovation énergétique des bâtiments de logistique qu'ils ont justement audités. Pour moi, on est dans la suite logique. On a mesuré, on part d'où, on parle de quoi, on parle de combien, et maintenant, c'est comment on fait pour aller maîtriser et réduire de manière cohérente. En fait, un audit énergétique, c'est ça, c'est un plan d'action. En plus, souvent, l'ADEME, ou la communauté urbaine, mais maintenant, c'est l'ADEME qui prend en charge. Ça peut être en plus des prises en charge importantes pour arriver à une feuille de route. Et chez Goavec, il y a maintenant des indicateurs énergétiques suivis tous les mois par Monsieur Truchon. Et là, l'enjeu de la mise à jour, c'est justement de se dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer. Et ils sont partis sur la construction d'un nouveau bâtiment tertiaire. Et les indicateurs vont évidemment être mis en place également sur le bureau tertiaire, le nouveau bâtiment. Merci beaucoup, Monsieur Vitez. Voilà. Très intéressant et je remercie aussi l'entreprise Goavec de nous avoir aidés justement dans cette présentation. Je regarde rapidement s'il y a des questions. Je n'ai pas l'impression, donc je vais vous proposer de passer directement aux dispositifs et outils d'accompagnement et des entreprises. Donc pour cela, je vais vous présenter donc les différents accompagnements, le crédit d'impôt pour les bâtiments à usage tertiaire, les certificats d'économie d'énergie, l'audit énergétique, l'aide à l'audit énergétique, mais hors audit énergétique obligatoire, et le dispositif tremplin pour la transition écologique des entreprises. Pour avoir plus de précision sur ces dispositifs, et notamment tremplin, je vous invite à visionner ou à revisionner l'atelier numéro 1 disponible sur la chaîne YouTube de la CEA ou en vous rapprochant directement de l'ADEME. 2 autres dispositifs en appui. Donc, ce ne sont pas des dispositifs propres à la rénovation énergétique, mais dont la dimension est prise en compte. Donc, le dispositif d'aide à l'immobilier mis en œuvre par la communauté urbaine d'Alençon est cofinancé par la région pour le financement des opérations immobilières, donc que ce soit en construction neuve et aménagement de locaux, nécessitant d'importants investissements et entraînant la création d'emplois permanents en nombre significatif. Une bonification peut même être apportée pour les projets intégrant des investissements permettant des économies d'énergie ou en utilisant des matériaux biosourcés. Le deuxième dispositif d'appui, c'est l'OCM, qui est avant tout un outil d'aide à la modernisation des commerces, mais peut venir appuyer les investissements ayant attrait à la rénovation énergétique. Donc, par exemple, l'OCM peut prendre en charge des dépenses de changement de portes ou de fenêtres, que ce soit double ou triple vitrage. Donc voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de la MDE qui pourra vous orienter, donc la mission développement économique de la communauté urbaine d'Alençon, pour justement vous donner des précisions supplémentaires.
Il me reste plus qu'à remercier l'ensemble des intervenants de ce soir et l'ensemble des partenaires qui nous ont aidés aussi à préparer cet atelier. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain atelier donc, qui aura lieu le 27 mai pour le tourisme durable et marketing vert. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous.